Aujourd'hui, avant-dernier chapitre de la semaine, sortir du musée. Même si on en est tellement sorti que je ne sais pas si on va pouvoir y re-rentrer. J'ai interverti par petite astuce professorale des choses. Christo, le land art dont on va parler ici, euh, des choses qui, pour le land art par exemple, arrivent après un mouvement parce qu'il y a presque plus de mouvement, ça disparaît tout doucement. La relecture est une relecture, je disais, plus personnelle avec des trajectoires personnelles. Elle se fait après un mouvement important dont je parlerai la semaine prochaine qui s'appelle Arte Povera, qui est le fait de travailler avec des matériaux les plus simples possibles, pauvres. Un mouvement italien très important et qui joue encore avec l'espace du musée. Donc la semaine prochaine, je vais reparler de ce retour dans les musées, cette façon dont on interrompt l'ensemble. Si j'ai passé cette semaine à dire comment on sort des musées, c'est que la première semaine, j'avais parlé de cette institutionnalisation et je pourrais faire des listes entières d'artistes célèbres, célébrés dans les musées du début de leur carrière parce que cette obsession de commencer à les repérer va devenir exponentielle jusqu'aux nos années 81 où l'institution, l'exemple de Buren en est un bon exemple, va proposer à ces artistes d'intervenir. Les artistes du land art aujourd'hui sortent du musée et c'est Thierguin qui a écrit ce livre, qui est français, qui est tout à fait vivant. C'est accessoirement le père de mon copain, collègue, prof de sculpture aux ateliers d'art plastique d'Evry, qui est tout à fait vivant et il vous fait coucou. C'est le premier qui écrit sur ce sujet et j'ai besoin de vous dire quelque chose de très important, c'est que ce mouvement qu'on appelle land art, land, paysage, art. Heureusement qu'il ne faut pas définir art, ça serait tout à fait embêtant. Ce mouvement va durer de 67 à 74, 79, 80, c'est-à-dire tout à fait exactement notre période. On l'appelle Earthwork, qui veut Earth, terre, et work, travail, œuvre aussi. Vous savez, dans l'idée d'œuvre en français, il y a cette idée de travailler longtemps, comme le grand œuvre des maîtres artisans. Earthwork, ça veut aussi dire terrassement. Je dois expliquer cette distinction parce que si vous aimez deux artistes assez connus sur ce sujet, Neil Sudo, que voici, qui fait des petits nids, qui fait des petites, qui reprend comme une espèce d'art éphémère basé sur le végétal. C'est pas le sujet, en fait. C'est pas tout à fait ça. Et le célèbre encore plus, il s'est effacé, Golworthy, voilà, par là. Le travail en galerie de Wolfgang Leib, l'Allemand qui répand ici dans l'espace du Centre d'art contemporain de Bordeaux en 86 du pollen de fleurs qu'il a collecté pendant des heures et des heures. Le travail de Golworthy, l'Écossais qui part dans la nature, découpe des formes, les pose de façon éphémère, puisque cet art doit être éphémère, les prend en photo, ou même ce retour de Walter de Maria qui emplit une galerie entièrement de terre de tourbe, avec une grande puissance, déjà 300 kilos de terre sur 3 mètres 35, 335 mètres carrés, et la puissance de l'odeur, de la force, ça on le verra la semaine prochaine, puisque ce retour, on est sorti de terre, ce qui est dans mon dos, on est allé dans la nature, et puis par moment on va revenir dans la galerie, y faire ce travail comme Richard Long, qui est tout à fait passionnant. Ce pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas de la même chose. Il s'agit pour les artistes qu'on pourrait appeler, si on voulait, je faisais simple avant de croiser, voilà, Artwork, le livre de Tiberghien qui s'appelle Land Art. Lui, il insiste sur l'utilisation de ce terme, mais c'est assez compliqué de, de développer. Je vais expliquer pourquoi. C'est un sujet sur lequel il faudrait vraiment travailler longtemps pour l'expliquer. La différence que je fais sur l'extrait du livre de Berkeley, c'est le premier à écrire en 84 seulement. 60, années 60, 1960-1980, et le premier livre en 84, mais qui parle de Earthwork et autour, et au-delà, les œuvres présentées dedans. Et le livre Land Art de Tiberghien est le premier, en français notamment, mais dans le monde de l'art, parce qu'il s'agit de beaucoup voyager pour découvrir où sont toutes ces choses.
et qu'il s'agit de faire des photos soi-même, de le documenter, et que c'est assez complexe. Il fait la différence entre les deux, et si j'exagère en ne suivant pas sa distinction à lui, je dirais dans Earthwork, il y a l'idée de terrassement, c'est-à-dire de travailler la terre, y compris de lui faire mal, y compris de tracer des formes très spectaculaires, géométriques, comme on le voit derrière moi, dans la terre pour faire prendre conscience de cette fragilité de la terre. Et si j'exagère un peu, il y a plutôt un jeu, entre guillemets, décoratif dans le land art de Golworthy, dans le fait de jouer avec des formes naturelles, avec des outils naturels. Pas forcément à l'échelle de la puissance de la Terre. Le point commun entre les deux, c'est cette préservation et cette sensibilisation aux difficultés de notre Terre. La différence, c'est le rapport d'échelle et le rapport de l'œuvre qui est présentée. Si on écoute Gilles Tiberghien, qui a édité ce livre et qui a essayé de le rééditer, parce qu'il est épuisé et que ça coûte assez cher vu les crédits photos, il va expliquer en quoi il fait la distinction dans cette petite vidéo qui appelait à une collecte pour rééditer ce livre. L'origine du livre, de ce livre, qui s'appelle Land Art, et qui s'appelle bien Land Art, ce qui est un terme que l'on emploie toujours pour parler de l'art dans la nature, tout art dans la nature, il y a l'envie d'essayer de comprendre ce que c'est vraiment que le Land Art. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui apparaît dans les années 60 avec des artistes américains, pour la plupart, qui vont remettre en question les galeries et le système du marché de l'art et créer des œuvres très loin dans les déserts ou dans des endroits abandonnés. Et ce mouvement, qui apparaît à la fin des années 60, va être en gros cantonné à peu près à ces années-là, jusqu'au début des années 70. Parmi ces artistes, il y a de grands artistes comme Reiser, comme Smithson, comme Nancy Holt, qui maintenant ont travaillé depuis 40 ans. Et j'ai eu l'envie de circonscrire cette période pour ne pas confondre ce travail avec celui d'autres plus jeunes artistes qui aujourd'hui font des réalisations très différentes, très estimables, très intéressantes, mais qui font autre chose à mon avis. De l'art végétal, de l'art écologique, enfin toutes sortes d'autres types d'art qui, à mon avis, ne relèvent pas de ce qu'on appelle land art. Donc, dans ce livre, l'idée, c'était d'essayer de comprendre, à partir de ces artistes pas très nombreux, ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait et pourquoi. Et donc, j'ai, en 7 chapitres, essayé de décrire ces œuvres avec beaucoup de photographies qui venaient appuyer des considérations théoriques, philosophiques, historiques, pour mieux cerner la nature de ces œuvres. Et puis, aujourd'hui, que je réédite ce livre avec Dominique Carré, toujours le même éditeur qu'il y a 15 ans, eh bien, l'idée, c'est de montrer aussi les œuvres de ces artistes dont je ne parlais pas à l'époque, qui ne font pas du land art, qui travaillent autrement, et dont je n'avais rien montré exprès, pour que l'on ne confonde pas toutes les choses. Et maintenant, il y a des œuvres de Neil Sudo, de Golworthy, d'autres artistes dans le dernier chapitre du livre, le premier étant plutôt une mise en perspective de ce qu'aujourd'hui on a pu faire de ce land art, comment des architectes, des historiens de l'art, d'autres artistes se sont intéressés à ces œuvres qui datent maintenant d'il y a environ 40 ans. Alors... Voilà, vous comprenez donc qu'il y a une différence entre ce travail à une grande échelle. Et si on prend Earthwork comme terrassement, vous allez voir qu'il y a des grues, qu'il y a des pelleteuses. Il ne s'agit pas de quelque chose ici de charrier sur cette spirale très très célèbre de Robert Smithson dont je vais beaucoup parler. Voilà, transformer le paysage à l'échelle du paysage. Et dans le mot paysage lui-même, en français, il y a toute une espèce d'ambiguïté. Vous voyez, le mot terre veut dire quelque chose d'un peu plus lourd quand on dit regarde sur la terre. À la différence de Jean Véram aussi, qui fut très célèbre, associé au land art, un Belge qui a peint à une très très grande échelle des éléments au Maroc, des éléments dans le désert, qui sont une façon de faire voir autrement le paysage, de le transformer en totalité sur une échelle de taille très très importante. Un projet de l'ONU au Maroc, dont voici les restes aujourd'hui, c'est-à-dire de montrer cette espèce de transformation et de disparition du paysage. Si on ne met pas Jean Véram dedans, alors que c'est très beau, c'est aussi parce que, en un sens, c'est très décoratif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le travail du artwork, du land art initial, si on l'appelle comme ça, américain,
uniquement dans le désert très fortement, d'une prise de conscience écologique dont on peut douter qu'elle soit le cas chez Jean Véram. Dans ce que j'ai pu en lire, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'anecdote ou en tout cas encore de l'esthétique, ce que l'art le plus radical de ces Américains cherche à éviter. Si j'essaye de dire de quelle façon, je vais pouvoir résumer le travail du land art avec ces 3 mots. On va les mettre plus gros. Parce qu'il s'agit de transformer complètement notre rapport à la nature. Procédure, on va voir qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont donnés à l'avance pour donner comme des ordres, comme des consignes, jouer avec le processus de la terre et du temps et interrompre. On va comprendre tout à fait pourquoi. Et vous voyez qu'il y a une place particulière pour Robert Smithson. J'ai besoin de raconter tout ça parce qu'en fait, ces œuvres, elles sont très belles à l'échelle du paysage, à l'échelle du désert, avec un ciel dont la place est immense dans le désert, avec des formes tout aussi géométriques que nos copains de la veille. On a quelque chose qui devient, et puis le talent des photographes, qui devient tout à fait esthétique très facilement. Qui devient, et c'est le moment de sortir le terme parce qu'il va revenir la semaine prochaine, pittoresque. Pittoresque, c'est digne d'être peint, pittor, et qui donc, quand on le regarde, donne envie d'en faire une peinture. C'est en un sens le contraire de ce que veulent faire ces artistes du land art du tout début. Je vous dis ça parce qu'il y a des interventions qui sont, elles non plus pas très écolo, mais qui sont exprès là pour nous rendre sensibles à cette difficulté de l'écologie qui est en train d'apparaître dans cette contre-culture des années 65 à 70. Et ça me donnera l'occasion aussi de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, André Gortz. Je vais le faire tout de suite. Je vais juste vous faire écouter le petit propos de Gilles Tiberghien, qui est invité sur un thème du voyage, puisque vous comprenez que cette notion de marcher, de déambuler, fait partie du travail des artistes qui sortent de l'atelier, que vous pouvez écouter sur France Culture, qui s'appelle La Compagnie des Poètes de Manu Farine. On l'écoute tout de suite. C'était Gilles Tiberghien, qui on doit, au début des années 90, la première somme française qui définissait le périmètre et les enjeux du land art américain, ce presque mouvement né à la fin des années 60, qui vient même, dit-on, de fêter ses 50 ans, si je compte bien, en prenant quelques raccourcis, mais à vous lire, on se le demande, est-ce que c'est un terme, au fond, auquel il faudrait renoncer ? Non, je pense pas, sauf si on veut absolument lui substituer un mot français, mais après tout, il y a d'autres termes de ce genre qui sont entrés dans la langue française, et il me semble assez bien désigner ce qu'il désigne, c'est-à-dire assez vaguement et assez précisément en même temps. Les deux ont un avantage, et je trouve ça bien. Qu'est-ce que ça veut dire, alors, justement, que cette ambiguïté, au fond, qu'est-ce que ça regroupe, hein, alors, en 2 mots, hein, ou alors qu'est-ce qui empêcherait un regroupement sous la tutelle du land art ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on lui donne une extension trop grande, ça devient n'importe quoi qui a rapport à la nature ou au territoire, de l'ordre de l'art. Donc, ça va jusqu'au jeu de plage, qu'on appelle land art. Parfois, j'ai vu des petits volumes qui s'appellent comme ça pour les enfants. Évidemment, bon, ça, c'est relativement exclu de mon champ de compréhension du land art. En revanche, moi j'ai une acception assez restreinte du terme, puisque en fait je fais partir ce qui n'est pas un mouvement, comme vous l'avez dit, mais comme la rencontre de sensibilité à la fin des années 60, disons plus précisément en 68, autour d'une exposition qui s'appelait Earthworks. C'est donc la rencontre de ces sensibilités d'artistes assez divers qui va durer environ 5-6 ans. Je rate ça autour des années 73. Après, d'autres choses se passent qui ont rapport à des œuvres dans la nature, mais que je n'appelle plus exactement du land art, sauf ceux qui ont commencé, qui continuent sur cette voie. Alors, cette petite... Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il raconte ça ? On va écouter et découvrir le travail de Robert Smithson, qui est le vrai premier à travailler sur ce sujet. Robert Smithson, il est américain et il a un goût très tôt pour la géologie, pour le minéral, végétal. Il est aussi avec des parents qui ont rapport avec la fabrication, avec l'artisanat. Et donc, il va, lors de ses études, partir à Rome, lire beaucoup de
de textes, de théories et découvrir l'art à cette occasion et comprendre qu'il peut faire le lien, encore un lien science et art, avec un travail possible. Il va notamment s'intéresser à la cristallographie, c'est-à-dire aux formes que la nature fabrique à une toute petite échelle. Vous connaissez peut-être ça, où il y a des gens tout à fait passionnés de ces sujets. Et vous comprenez, et c'est là où le rapprochement art et science va prendre un sens inattendu, c'est qu'on est face à des formes qui pourraient faire penser à notre art minimal à la mode dans ces années 60. Forme simple comme le fait Donald Judd, qui va devenir le copain de Robert Smithson. Et ce qui est le moins connu, puisque Robert Smithson va être le premier qui fait, vous l'avez deviné ici, cette spirale en jetée à une grande échelle qu'on va voir du ciel, on va essayer de comprendre pourquoi il fait ça. Il va souvent, et c'est ce qui fait que ça ne peut pas être relié qu'à un amour de la nature, c'est un amour de la nature qui passe par un intermédiaire tout à fait inattendu. Déjà, la science est un regard plutôt de l'intérieur sur la façon dont la structure, la biologie se fabrique, se construit, la physique, mais aussi un intérêt, vous voyez le titre, pour la science-fiction. La science-fiction qui, dans ces années-là, et on va parler de contre-culture demain, mais on est au cœur de ça, c'est-à-dire la science-fiction qui prévoit que la Terre va plus ou moins disparaître, on va dire, va avoir un temps de vie qui va décroître et qui va transformer l'existence de tout le monde. Donc c'est dans un livre de Aldis que ce mot de terrassement, earthwork, arrive. Et dans la connaissance qu'en a Robert Smithson, notamment de Ballard, dont on a parlé un peu, qui est un grand auteur de science-fiction et qui va aussi beaucoup travailler sur cette idée de vous voyez, post-war fiction, c'est-à-dire de fiction d'après-guerre, après une catastrophe atomique, après une transformation de la vie et de l'existence terrestre. Comment est-ce que la vie s'organise? Tout ça est au cœur de l'intérêt de Smithson pour ce terme d'entropie, c'est-à-dire le fait que petit à petit, les choses disparaissent naturellement et que c'est le cours de la vie de la Terre. Et que ce cours de la vie de la Terre peut concerner les humains, les civilisations, les villes. Les voici en train d'exploser en collage. On est en pleine époque pop art, donc les œuvres de jeunesse de Robert Smithson, elles sont aussi liées à... Voilà, il écrit, on va voir que ses écrits ont beaucoup d'importance. Il s'intéresse aux récits de science-fiction comme source de création. On a encore un croisement des arts dits savants et populaires. Là, la fusion est complète dans ces moments de la deuxième partie des années 60. Ces projets expriment un temps cyclique, l'idée que tout peut revenir et revenir, tout ce qui se trouve dans cette science-fiction. L'idée d'une ruine contemporaine, voilà encore un point qui me permet de dire à quel point l'art contemporain est très différent de l'art moderne. On n'est pas en train de créer le futur, on est en train de regarder comment cette idéologie du futur a peut-être pris un coup dans l'aile. Il faut dire qu'on a aussi délivré quelques bombes et quelques guerres dans ces années 45-65, donc ça a un peu refroidi tout le monde. Des croquis présentent des déversements de coulées, on va le voir, mais dans les collages que je vous montre ici, il y a des peintures qui sont liées à l'évolution d'amphibiens, de reptiles, de dinosaures, parce que ce qui l'intéresse, c'est l'histoire du développement des espèces. Et les peintures de paysages, voilà, on a des collages, faites des collages, occupez-vous à faire des collages, c'est le mieux, de tortues qui sont entourées de mots qui se baladent, qui parlent d'algues. Tout l'ensemble de son travail, voilà, ces peintures de paysages fantastiques, annonce le concept d'entropie qu'il interroge dans ses œuvres in situ, on va le voir juste après. Ce qui nous importe de retenir, c'est son intérêt pour la science-fiction, pour la biologie, la géologie, la cristallographie, et pour l'évolution de la vie, pour voir la nature non plus comme un petit paysage visuel, mais comme une force qui fabrique des éléments, qui les détruit, qui en sépare d'autres et qui en avantage d'autres. Parce qu'on oublie souvent, quand on aime la nature, et quand on l'aime un peu de façon superficielle, entre guillemets, qu'elle n'est pas tout à fait commode, qu'elle est tout à fait cruelle et qu'elle est continuellement en train de reconduire d'autres procédés en poussant les précédents. Voilà, les collages de gouache et de photos de Robert Smithson de jeunesse sont pas du tout ce qu'il va faire après, mais pas du tout, du tout. Ils sont liés au pop art, à la récupération de journaux. On est en 63, donc on est en plein pop art, c'est la mode. Warhol 62, et puis notre exposition anglaise du pop art, c'était 56, avec Smithson. C'est le même nom d'ailleurs, mais ce n'est pas la même famille. Voilà, des collages qu'on voit à chaque fois, un petit morceau qu'on retrouve
dans lesquels il va recouvrir, intégrer des éléments qui les transforment, qui les malaxent et qui les redéfinissent. Ce qui est intéressant aussi à noter, il va, dans ce jeu de mélange des références culturelles, il va s'intéresser, alors là, ça va beaucoup plus loin, regardez le rapprochement, la tour de Babel, le labyrinthe dans la cathédrale d'Amiens, une merveille de labyrinthe. Si vous avez l'occasion, lisez le livre sur les labyrinthes de Rosenstiel. Le principe de diagramme de Dan Graham, c'est-à-dire des artistes plutôt de l'art conceptuel qu'on verra la semaine prochaine, et des œuvres comme celle de Ad Reinhardt, vous vous rappelez, celui qui peignait noir sur noir sur noir sur noir. Cette idée de volume simple qui exprimerait le monde, et qu'on retrouve ici, City of the Future. Claude-Nicolas Ledoux, l'architecte utopiste du XVIIIe siècle en France, qui a fait les belles salines d'Arc-et-Senans. Cette idée de travailler avec des formes simples géométriques, il en cherche une sorte d'histoire dans le passé, dans le futur et dans l'actualité de l'art, en réunissant dedans la science-fiction, l'architecture médiévale et l'art américain de son époque. Il va aussi rencontrer, c'est pour ça que j'ai mis cette petite capture, Nancy Holt, qui va devenir sa femme, et une merveilleuse artiste qu'on va voir juste après. Voilà, dans ces périodes-là, il laisse tomber le collage, et passionné par la cristallographie, il va commencer à faire des sculptures posées à même le sol, qui ne ressemblent pas du tout non plus à ce qu'il va faire après, mais qui montrent que son travail est plutôt celui d'une accumulation, comme on le voit dans l'art minimal, de formes simples, qu'on va retrouver par contre au cœur de son travail. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout ce qu'il va faire, mais vous allez voir que ça y ressemble beaucoup. Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'entropie? Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est là aussi très compliqué à développer et à vous expliquer, et donc je ne vais pas m'y aventurer. L'entropie, c'est le fait qu'un organisme n'arrive pas à se maintenir en état. Si on peut essayer de le définir de façon simple, le principe d'un organisme, et si on n'est pas croyant le principe de la vie même, c'est que tous les éléments se maintiennent entre eux. On pourrait faire de l'humour tout à fait décalé, je ne vais pas m'en priver. Si votre bras est à 3 mètres de vous, c'est que ce n'est plus votre bras. Et si à 3 mètres de vous, il y a vos 2 bras, vos 2 jambes, votre tête, c'est que vous n'êtes plus là. Le principe de la vie, c'est de tenir ensemble tous ces éléments. L'entropie, c'est la dégénérescence, la séparation d'un ensemble petit à petit. La logique de tout temps qui passe et de nos descentes de peau régulière, voilà, la pourriture, le renouvellement, le chaos et l'ordre, la notion de temps. Quand il travaille à très grande échelle sur des montagnes en les transformant, c'est aussi ça qui l'intéresse, c'est même au cœur de son travail. Entropie, c'est désordre, c'est transformation, c'est la conséquence inévitable de la transformation de la société et de la culture en écho à celle de la nature. C'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose qui est beaucoup plus que du paysage en extérieur. En transformant la nature, en traçant à l'intérieur des formes, il va montrer à quel point cet endroit est beau, mais aussi montrer que ce qu'il a fait va se détruire et que c'est assez logique qu'il se détruise, parce que la nature l'emporte de toute façon. Mais il est en train de dire qu'il se passe la même chose avec la culture. C'est là où il est au cœur de la contestation américaine de la fin des années 60, c'est-à-dire le fait que cette culture, il faudrait peut-être voir de quelle mesure elle est destructrice, notamment cette culture capitaliste de l'enrichissement. On va y revenir avec Gortz. Dans ses travaux de terrassement, les intempéries, les dégâts font partie de l'œuvre. Dès lors, son art ne peut plus rester dans l'atelier. Sortons avec lui. Beaucoup de dessins, parce qu'il aura le mauvais goût de mourir à 38 ans. Des travaux de jeunesse, enfin de jeunesse, non, il commence à être grand, 69, sur l'entropie, avec des miroirs neufs qu'il place à différents endroits, qu'il prend en photo et dans lesquels il laisse le temps les transformer. Et assez tôt, il va travailler sur cette curieuse idée qu'il y a possibilité de mettre en avant cette transformation de la Terre par une transformation de l'action de l'homme. Et voilà à quoi ressemble une des premières interventions, c'est-à-dire le déversement d'asphalte dans un champ en 69.
une sorte de Marc Rothko dans la nature directement avec de l'asphalte. Tout à fait choquant, interpellant, évidemment. Et c'est le but. Le but, c'est de jouer avec cette sortie du musée pour interpeller sur les formes qui sont autour de nous et sur le fait qu'elles disparaissent tout doucement. Le voici avec Richard Serra, qui est un sculpteur dont il va falloir que je vous parle. Il a beaucoup théorisé cette transformation, le fait que la sédimentation, l'entropie, la transformation naturelle peut devenir un modèle de pensée sur ce qui nous attend plus tard. Et voici comment se fabrique le projet le plus célèbre sur lequel il va venir. La spirale Jetty s'est jetée en spirale, qui va pour lui être une sorte d'aspiration simple, avec un symbole comme une spirale, transformation du temps comme une croissance ou comme une décroissance, ce n'est pas du tout un hasard, qui va se transformer. Voilà le 45 000, je vais y arriver, c'est écrit en haut, rochers, terre, cristaux, eau, Grand Lac Salé d'Utah, puisqu'il déménage avec Nancy Holt dans ses alentours. Il y trouve des zones désertiques, quelquefois des sites industriels abandonnés. Il n'est pas seulement en train de faire le punk dans des endroits qui sont jolis mignons, c'est complètement abandonné. Si vous avez mis les pieds aux États-Unis, vous savez ce que ça veut dire que l'immensité, et c'est pour ça que le Earthworks est plutôt réservé à ces artistes américains. Voilà, 450 mètres de diamètre et 6783 tonnes déplacées. Dans le Grand Lac Salé, avril 78. Si vous repérez à peu près, on l'a vu juste avant, ils sont sur la jetée, hein, on la voit tourner ici. C'est une façon de transformer la Terre qui est spectaculairement importante, très très imposante. Si on regarde le détail, des engins travaillent 292 heures, des ouvriers pour remuer toute cette terre, un tracteur, une pelle, des dumpers, de la terre et des blocs de basalte récupérés sur la plage pour consolider la jetée, parce qu'il faut qu'elle tienne, accumulés dans l'eau pour commencer l'ouvrage, et construit par dépôts successifs de matériaux. C'est-à-dire qu'il travaille comme si la nature travaillait elle-même, mais sur une forme dessinée par avance. Pourquoi est-ce qu'il choisit cette forme? Parce que cette forme, qui est très beau, hein, et vous comprenez qu'on rentre dans quelque chose qui est à la fois très beau visuellement. J'avais besoin d'expliquer à quel point ce n'est pas qu'un jeu visuel, c'est aussi une façon de rendre sensible à la disparition de cette œuvre, parce que vous comprenez qu'elle est en train de disparaître tout doucement, et rendre sensible à un deuxième point qui est finalement assez intellectuel, alors qu'on a quelque chose de très beau sous les yeux, le simple fait que vous, comme moi, sans doute, on n'ira jamais la voir, et que ça n'empêche pas de la trouver merveilleusement belle. Voilà, la forme, c'est le site qui la fabrique, c'est-à-dire c'est là qu'on extrayait autrefois du pétrole. L'idée de spirale vient de la forme du terrain, il a des connaissances en géographie, en géologie, et d'une légende qui raconte qu'un tourbillon existerait au milieu du lac. C'est-à-dire qu'il est en train, par son œuvre, de réactiver quelque chose qui disparaissait vu l'exploitation industrielle de la nature. Cette terre ou cette forêt ou cette lande, pour faire un jeu de mots qui nous plaît tant, elle est souvent construite par l'homme, elle est souvent aménagée par l'homme, elle est souvent aussi détruite par l'homme, elle n'est pas du tout à un état de nature qu'il va falloir questionner. Elle reflète la configuration des cristaux de sel qui recouvrent les rochers. Avec le temps, il y a une transformation, la nature reprend le dessus sur cette spirale. Il est attiré à cause de la coloration rouge du lac Salé et ça nous donne une de ces belles photos, invraisemblablement présentes, de cette spirale qui, par moment, est sous l'eau, on la voit que d'avion, et par moment est apparente sur le sol. L'œuvre est modifiée par l'action de l'environnement, ce qui témoigne de la fascination de l'artiste pour l'entropie, c'est-à-dire il fait une œuvre hors de l'atelier, elle n'est pas faite pour être montrée, vendue, etc. Elle est faite pour attirer l'attention sur cette transformation qu'on impose d'une façon irréfléchie, et maintenant on sait que c'était vrai, à la nature, mais il laisse la nature reprendre le dessus et la retransformer ensuite. Quand elle est submergée par les eaux, cette structure monumentale devient un creux. La domination exercée par l'homme sur le paysage est l'illustration de sa relation avec la monumentalité. C'est-à-dire, on a tendance, et il suffit que vous regardiez le merveilleux film de Yazanke sur la disparition en Chine, ça doit s'appeler Still Life, l'idée que le gouvernement chinois creuse une rivière et chasse de leur maison des populations entières de villages, pour savoir que ces transformations de la terre au nom de l'exploitation industrielle ne sont pas si vieilles que ça. Voilà, périodiquement, l'œuvre réémerge des eaux du lac
Et la revoici qui arrive. Loin d'être quelque chose de décoratif, alors que toutes les photos poussent à y voir quelque chose de très décoratif. Et qu'est-ce qui nous intéresse, dont on a parlé toute la semaine sur le rapport du document? Attention, vous allez presque deviner mon quiz. Nous sommes devant une spirale qui a un sens par rapport au tourbillon. Le mot spirale en grec, je ne vous le souffle pas, c'est quelque chose qui tourne sur lui-même également. Et donc, comment va-t-il documenter son travail dans une vidéo, et principalement dans une vidéo? Attention, c'est parti, et ça ne dure pas très longtemps. South by west, mud, salt, crystals, rocks, water. Southwest by south, mud, salt, crystals, rocks, water. Southwest by west, mud, salt, crystals, rocks, water. West by south, mud, salt, crystals, rocks, water. West, mud, salt, crystals. La réponse était hélicoptère, merci. Hélicoptère, du grec hélix, qui signifie spirale. Il suggère, dit le Centre Pompidou, une métaphore de l'art dans le fait qu'il transforme profondément la conscience de l'homme et il s'inspire profondément d'éléments qui vivent en lui. Il faudra que je me résolve à faire une séance sur Jung que Smithson a beaucoup lu quand il était à Rome, c'est-à-dire une conception de l'inconscient qui serait ancrée beaucoup plus dans un rapport à la nature en se distinguant fortement de Freud. Le Robert Smithson est donc un artiste du travail également, un artiste dans un sens qui m'aide à faire une transition vers l'art conceptuel qu'on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire une œuvre fabriquée avec un sens dont vous pouvez admirer la beauté, mais qui finalement, devant nous, est plutôt une évocation d'une idée qu'autre chose. En 1971, il va faire cette colline en spirale aux Pays-Bas, dans un ancien site. On l'aperçoit dans le fond là-bas, c'est très très beau. Et à ce petit romantique du paysage, d'ailleurs les paysages romantiques c'était quand même toujours tragique, hein, on finit par tomber de la colline, ou en tout cas ça finit par faire des tempêtes, et on est dans un site industriel récupéré évidemment. Dans une sablière abandonnée, exploitation industrielle, transformée par l'homme, regardée autrement grâce aux œuvres de Earthwork, l'une des deux réalisées sur le site, il va faire un autre œuvre que je vais vous montrer avant, celle-ci s'appelle Spiral Hill, que Smithson va réhabiliter en allant dans ce site industriel. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Voilà la colonne comme une espèce de tour de Babel, qui était citée dans ses références de tout à l'heure. Dans une région densément peuplée comme les Pays-Bas, j'ai pensé qu'il ne fallait pas déranger l'agriculture, pas intervenir dans un site utilisé. Avec mon travail dans la carrière, j'ai d'une certaine façon réorganisé une situation bouleversée et lui redonné une sorte de forme. Voilà la deuxième œuvre qu'il a fabriquée, puisque vous avez compris qu'ici, c'est la spirale, et de loin, on va la revoir après, c'est la spirale aujourd'hui. Il voulait qu'elle soit abandonnée, ne pas exploitée, et les gens qui travaillaient ou vivaient autour ont décidé qu'elle reste à l'identique. Voilà, il a aussi fait, à côté de cette terre, sur plusieurs couches de terreau noir, sable blanc. Le mouvement inverse à celui des aiguilles d'une montre évoque un symbole de destruction, quand on tourne dans ce sens-là. La colline Romagny est une sorte de tour de Babel, une référence à la destruction dans le domaine de l'environnement. On peut avoir des œuvres qui soient très simples, qu'on ne comprenne pas forcément, qu'on puisse apprécier esthétiquement, mais on ne peut pas perdre de l'idée que tout ce travail, tout cet amoncellement, toute cette sortie de l'atelier est là pour attirer l'attention du spectateur et lui faire prendre conscience que sous cette forme jolie, il y a un message politique. L'œuvre devait disparaître, mais elle a été maintenue. La voici aujourd'hui, on la reconnaîtrait à peine. Mais par contre, vous pourriez avoir envie, en hélicoptère, pas très écolo, à pied, à bicyclette, d'aller voir jusqu'au bout à quoi ressemble ce tumulus et cet arc de cercle brisé qu'il a fait à Emmen, à l'est des Pays-Bas. Voici notre tumulus sur le côté et l'arc de cercle brisé sur ce magnifique lac industriel, complètement fabriqué. Robert Smithson va s'intéresser en 1973 à un dernier lieu, que voici, une rampe douce, et on monte ici en douceur, et petit à petit ça monte. C'est quand même de la terre du silex à la base 49 mètres de haut, diamètre à la base 49 mètres et au sommet 46 mètres.
ça monte assez haut. Vu d'abord d'en haut, lorsqu'on s'en approche, en fait, c'est une sorte de spirale. Et puis, quand on est dessus, on voit que ça évolue et que ça monte comme une espèce de tour de Babel qui ne s'arrêterait pas. Voilà, le spectateur qui la parcourt prend conscience que sa relation à l'environnement évolue, puisque l'endroit, votre corps va marcher dessus et transformer le regard continuellement par cette montée. Il ressent de façon plus intense la température, les lumières et les sons de la nature. La sculpture est un arc incomplet, construit au fond d'un lac asséché dans une zone riche en silex. La couleur de la terre change tous les jours. Smithson se tue en avion en le prenant en photo. Et c'est sa femme, Nancy Holt, Richard Serra, le sculpteur en question, qui va la compléter. Ce qu'il reste de Smithson de très important, c'est l'initiation de ce mouvement de land art et beaucoup d'écrits, beaucoup de films et beaucoup d'intérêts, notamment ce travail en rapport avec la science-fiction, avec la science, et cette conscience, cette prise de conscience du jeu et de l'évolution de la nature. Nous voici équipés maintenant pour voir en quoi les artistes américains du earthwork travaillent sur des procédures préalables. C'est quelque chose finalement qui est très intellectuel comme mouvement. C'est pour ça qu'un des rares livres à la bibliothèque d'Evry, l'idée de nature dans l'art contemporain, voilà comment il s'agit plutôt de l'idée de nature que du mot paysage. C'est pour ça que j'aime moins le mot land art, bien que Tiberghien l'utilise. Et voilà, on voit bien que c'est une idée en fait, et que nature, vous savez peut-être que chez Aristote, par exemple, la nature n'est pas verte, et l'association de la couleur, comme l'explique Pastoureau, de la nature au vert est très récente. La nature, c'est la terre, donc elle est brune, elle est marron, elle est ocre-jaune. Voilà, on a une évolution de notre conception du rapport à la nature. Voilà, il y a d'abord une procédure plutôt intellectuelle, plutôt une idée, et un jeu continuel qu'on vient de voir avec Smithson, du processus de la Terre et de jeu avec le temps. Et puis enfin, cette idée d'interrompre ce processus. Prenons des exemples simples qui vont vous donner envie d'en savoir plus. Celle-ci est anglaise exceptionnellement. C'est Richard Long, qu'on va retrouver plus tard qu'en galerie, pas aujourd'hui, qui va dans un champ vide marcher avec un bâton pour aplatir l'herbe à l'endroit où il se trouve sur une forme géométrique. Juste une ligne le long de son cheminement. Vous comprenez que les processus vont être presque des consignes qu'on peut appliquer pour attirer l'attention sur cet art éphémère et une autre façon de regarder le travail au travers de photos qui sont devenues tout autant des documents que des appuis pour montrer le travail. Denis Oppenheim est beaucoup plus spectaculairement travailleur intervenant dans le paysage, perpendiculairement à une chute d'eau gelée qui est là. Ça s'appelle coupure-accumulation, c'est-à-dire vraiment des choses qui, j'ai parlé d'interrompre, il faut que ce soit assez radical. On est devant une photo qui a été estampillée, il va y avoir beaucoup de cartographie dans le travail des artistes du earthwork. Perpendiculairement à une chute d'eau gelée, Oppenheim a taillé à la tronçonneuse. Ça rigole pas du tout. Ce n'est pas la même œuvre, mais on voit la taille de l'intervention. Le voilà. Il faut creuser la neige, il faut creuser la glace, c'est quand même pas rien du tout. Un chenal de 122 sur 300 cm. Dans les 24 heures d'eau qui ont suivi, le chenal a gelé, les forces de la nature effacent l'intervention. Oppenheim présente l'ensemble sous forme d'une carte, une photo, une carte pour montrer à quel endroit il est intervenu. Trace un trait le plus géométrique possible. Comme on a fait, il faudra y revenir aussi, notre division départementale de l'Essonne, je me faisais la remarque tout à fait inattendue, et le tracé des colonies, on a fait des lignes droites géométriques, on ne s'est pas emmerdé à comprendre la logique terrestre des rapports géographiques, puisque, et c'est ça que nous fait comprendre ce mouvement, la Terre, le paysage, c'est plutôt un jeu d'interaction qu'une idée préalable. Voilà, Oppenheim, même chose, avec des anneaux qui tracent dans la neige, à la frontière des États-Unis et du Canada, en 1968. Même chose avec ce creux, assez impressionnant, qu'on retrouve en carte typographique tracée ici. La présentation en galerie va être une photo, une carte qui rappelle le travail et qui vous fait être impressionné par ce que vous n'avez pas vu. Sortir du musée et montrer
ce serait difficile de... Ce sera une question qui va venir. Comment sensibiliser à l'évolution climatique et écologique en restant dans le musée? Bonne question. Richard Long, qu'on a vu avec son tracé plutôt sur des chemins, on va voir aussi que cette démarche de marcher, de déambuler, de flâner peut être liée à l'art conceptuel, et le land art et l'art conceptuel sont assez voisins. Voilà, Richard Long qui s'est amusé à faire des 4 cercles de promenade sur un temps donné. Il trace à l'avance l'ensemble et puis après il déambule dans ces endroits de part et d'autre. La façon dont on propose des procédures préalables est très importante dans ce travail, puisqu'il s'agit de disparition de l'œuvre et il s'agit donc, je le redis, par la géométrie, mais par l'intensité du travail et par l'intensité de la transformation, l'art vu comme un travail, de marquer le paysage à un temps donné. Voilà, Jan Dibetz a fait, c'est l'autre grande exposition, à part celle que citait de 68 Earthwork, que citait Tiberghien, c'est une exposition à la télé qu'organise Jan Dibetz, c'est complètement fou, 12 heures, une grande retransmission, pardon, à la télévision allemande le 15 avril 69. Dibetz l'a décrit dans ces termes: l'œuvre sera réalisée sur la plage à marée basse, effacée lorsque la mer aura remonté, ça prend environ 8 heures, le temps d'une marée, l'ensemble est spécialement réalisé pour la télévision. Ainsi, les gens, le temps qu'ils regardent le film à la télé, ont un Dibetz original chez eux. Lorsque c'est fini, l'œuvre d'art n'existe plus. Éphémère, transformation, utilisation de médias pour communiquer sur l'ensemble. Voilà, Walter de Maria, dont vous allez voir une pièce tout à l'heure qui est merveilleuse, qui s'amuse à créer 4 tranchées de terre de 2,44 m de large sur, comptons les zéros, 160 000 mètres. Des grands morceaux qui ne peuvent être vus que du ciel. Cette idée de structure, de procédure est très importante. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du tout de décorer et de montrer la joliesse de la nature. Et je crois que maintenant, vous comprenez à quel point Golworthy n'est pas du tout du même ordre, ce que Tiberghien expliquait. Ici, on va bien le comprendre. Chez Michael Heiser, un Américain, il va travailler à quelque chose qu'on ne saisit pas tout de suite. Double négatif, une ligne ici, une ligne ici. Il suffit que je vous montre les 2 images suivantes pour que vous compreniez ce que c'est que creuser de la terre. 244 800 tonnes déplacées dans le Nevada. Il ne s'agit pas de rigoler du tout quand on veut tracer une ligne à l'échelle de la Terre. Quand on veut sensibiliser à cette destruction progressive qui est organisée, il s'agit de faire un geste qui soit assez fort. Je crois que vous comprenez à peu près le principe. Michael Heiser, je le lis, une citation qui est tout à fait passionnante. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les propriétés physiques, la densité, le volume, la masse, l'espace. Par exemple, quand je trouve un rocher de granit de 6 mètres de côté, c'est une masse. C'est déjà en soi une sculpture. Mon travail est l'antithèse d'une sculpture qui implique de former, souder, sceller, polir un matériau. Je veux aussi que mon travail vive, se détruise et disparaisse pendant que je suis encore moi-même en vie. Il ne s'agit pas du tout de faire semblant de sortir du musée, il s'agit de le faire complètement. Michael Heiser va fabriquer cette crevasse détériorée de forme zigzagante, là aussi 1,5 tonne de terre déplacée au Nevada. Les dimensions en centimètres, s'il vous plaît. 3 mètres sur 4,50 mètres sur 15 kilomètres. Oui, je dirais ça, j'ai un doute. Non, 158 mètres, perdu. La dégradation naturelle des excavations de Heiser témoigne du pouvoir de transformation de la nature. L'artiste crée une relation entre le temps et l'espace. C'est là où je voulais en venir. On a une procédure qui est assez nette, assez forte, mais il s'agit maintenant de laisser agir le temps, de laisser transformer l'ensemble. Vue sous des différents angles, la crevasse a l'air d'avoir d'autres formes. Oui, elle a l'air moins creuse ici que là. Une façon de montrer la beauté de ces endroits et une façon d'attirer l'attention par le contraste entre ce tracé et le reste. Nancy Holt, qui est la femme de Robert Smithson, qui hélas va, à la mort de Robert Smithson, hélas vous allez comprendre,
son travail est un peu escamoté par le fait qu'elle consacre beaucoup d'énergie à le faire connaître, très belle situation, va fabriquer des tunnels solaires, une merveille incroyable, dans le désert de l'Utah, à l'endroit où plus personne ne va, dans des zones, la première ville autour, on a l'impression d'un paysage qui glisse lui-même sur lui-même, tant l'immensité du terrain, bordé par quelques crêtes montagneuses, n'offre aucun point de repère particulier pour s'orienter et fixer son regard. On est dans des lieux complètement immenses, où on a un humain ici, et où ces formes géométriques sont en train d'un peu nous intriguer. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Qui s'est amusé à amener un truc à l'autre bout de la Terre? Quand on y arrive à l'échelle d'un homme, à l'échelle du temps de marche, on commence à se rendre compte, et c'était l'idée, qu'on est un petit bonhomme dans l'immensité de la Terre, et son idée à Nancy Holt, c'est de jouer avec cette appartenance au cosmos, au fait qu'on soit dans une grande entité et que cette Terre n'est pas juste un spectacle à regarder. Pourquoi est-ce que je peux parler de cosmos? Parce que les tunnels de soleil, ils sont à proximité d'une ville fantôme, voilà, 15 km du Nevada, il n'y a rien. La ville la plus proche, c'est à 60 km. La grande route la plus proche, c'est à 15 km. Ça vient emmerder absolument personne. On peut se placer à l'intérieur. On peut avoir comme un point de vue, en fait, qui se découpe dans la nature. Et il y a, vous l'avez vu, des petits trous à l'intérieur. Pourquoi? Et si ça s'appelle tunnel de soleil, c'est parce que chaque tunnel de soleil donne les motifs de 4 constellations. À l'intérieur, on peut découvrir quelque chose qui, dans l'immensité, dans la brutalité, donne un indicateur très petit, très mignon, mais qui est lui aussi une immensité. Ces trous projettent des points lumineux sur l'intérieur. Il s'agit d'une inversion de la relation ciel et terre qui amène le ciel sur la terre par cette projection. Et un clin d'œil encore plus beau, tout aussi fort que celui de Robert Smithson, voilà, plusieurs fois dans l'année, vous allez deviner combien, au moment des solstices, ou aux alentours de ces dates, les levées et couchers de soleil sont dans l'axe des buses. Ce sont juste des buses de béton qu'elle a réaménagées. Disposées au centre d'une étendue aride, elles ne peuvent être perçues de loin, elles peuvent être vues de très très loin. Une autre œuvre de Nancy Holt qui va être une sorte de jeu entre ces formes simples, ces blocs, la nature qui l'entoure, et on a beaucoup dit que Nancy Holt travaillait avec la lumière, avec le soleil, avec la compréhension du soleil. Il ne s'agit pas que de ça, mais ici, c'est ce qui m'importe de montrer principalement. Le travail sur le processus et le temps, il est dans le fait de creuser quelque chose, de prendre du temps à le faire, de laisser le temps le détruire, le transformer, et de jouer avec le temps de celui qui va venir le percevoir, le calme que cela suppose. Le chef-d'œuvre dans cette idée-là, c'est Walter de Maria qui va le faire. En 1977, sur la fin de cette époque du land art défini, première période, par Tiberghien. Qu'est-ce que fait Walter de Maria au Nouveau-Mexique? Il a l'idée, complètement folle, on le voit ici, de planter des piquets en acier inoxydable, 400, régulièrement, sur une dimension de 1 km sur 160 km, un truc invraisemblable. Un champ de piquets, rien de plus, vous allez me dire, c'est déjà très beau, cette espèce de forme simple métallique qui vient interpeller le reste. Qu'est-ce qui se passe quelques fois dans l'année? Carton d'invitation au tout début, avion, arriver au fin fond de nulle part et attendre, le titre va vous l'indiquer, attendre que la tempête arrive et attendre que, exceptionnellement, il a planté un champ de foudre. L'immensité de la Terre et la puissance que ça suppose, parce que quand on parle de paysage, on n'a pas toujours l'idée que ça va être quelque chose de mignon comme ça, réunis sur ces piquets d'acier inoxydable. Voilà comment on peut interrompre le processus de la nature pour le rendre encore plus sensible, finalement. On peut mettre dans cette histoire, pas directement, il ne s'agit pas de déplacer, mais je l'ai laissé parce que chez Christo et Jeanne-Claude, cette intervention a une force incroyable de montrer la petitesse de ces humains qui sont tout en bas et de montrer la difficulté de se mettre à l'échelle de ce paysage. Et quand je parle d'interruption, c'est aussi une façon de regarder autrement ce rideau, qui était à la fois une valorisation du paysage, une façon de dessiner une forme simple, mais aussi de cacher ce qui est derrière, de faire comme une sorte de mur interrompu. Assez long, hein, ce running fence. Et plus modeste, on le verra la semaine prochaine, dans l'intervention Richard Long, mais Michael Heiser aussi, voilà, interrompre, c'est
à l'intérieur d'éléments plantés, creuser une rigole avec une forme simple qu'on peut découvrir, admirer. L'inverse de la sculpture dressée, non plus la sculpture molle de Oldenburg, mais une façon, par un geste simple, de montrer l'intervention. Il y a du voisinage entre cet art minimal, cet art conceptuel et cet art du land art. Une petite conclusion. Plutôt politique, accrochez-vous, parce que là, il est -3. Qui s'intéresse à ces sujets de l'écologie? Un homme qu'il vous faut absolument découvrir, qui s'appelle André Gortz, qui est, si on va vite, ceux qui s'y connaissent ne seront pas d'accord, celui qui importe l'écologie en France. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est suffisant. Qu'est-ce que Gortz apporte de l'écologie? C'est son biographe, Giannini, qui va nous le raconter vite fait. Giannini. Gortz devient écologiste à la suite de ses voyages aux États-Unis. Il y va en 69, 70, 71. C'est là-bas qu'il rencontre la contre-culture américaine, qu'il découvre l'écologie et il en revient avec une conscience de l'urgence qu'il y a à s'opposer à la destruction de la biosphère qui est en cours. Dès 70, il publie des articles sur l'écologie de mise en garde dans le Nouvel Observateur. Et en 72, il met sur pied un colloque pour le compte du Nouvel Observateur où il y aura 1200 personnes sur le thème de l'écologie. C'est un grand moment puisque participent des personnalités comme Marcuse, Edgar Morin, et c'est un colloque qui a son importance parce qu'il veut s'opposer à un colloque que Valéry Giscard d'Estaing organise à ce moment-là sur la croissance, et il essaye avec succès de détourner Marcuse de ce colloque et l'accapare pour cette grande réunion du Nouvel Observateur. Voilà, Gortz va être un de ceux qui va être impacté par cette idée écologique, et j'ai besoin de montrer un extrait, un dernier, et je vous libère, de cette idée de leur écologie, la nôtre. Elle ne va pas vous donner forcément le moral sur cette évolution écologique, sur le rapport qu'il y a nécessairement entre l'écologie et l'utilisation capitaliste du monde, des ressources naturelles du monde. Parce qu'on a longtemps, j'entendais ça petit, voilà, l'écologie c'est la défense des animaux, et le fait de les aimer et de les protéger ne suffit pas en fait. Il y a chez Gortz une articulation entre l'exploitation des ressources et le fait que si ces ressources sont gratuites, il ne va pas suffire à se régénérer suffisamment pour en bénéficier. Celui qui va nous parler de ça, c'est Razmik Kecheyan, qui a fait un livre il y a peu que j'ai commenté en Histoire des idées sur les besoins artificiels et la façon dont nos besoins ont été par la société capitaliste transformés en besoins essentiels. Et en 3 minutes 50, il va nous dire en quoi André Gortz est un vrai révolutionnaire sur ce sujet. Il y a de cela environ 40 ans, en 1974, André Gortz publiait dans la revue Le Sauvage un texte célèbre intitulé « Leur écologie et la nôtre ». Le Monde diplomatique a réédité en avril 2010 des extraits de ce texte de Gortz, et on comprend pourquoi. La prescience de Gortz, sa capacité à anticiper l'évolution des liens entre le capitalisme et la nature, est tout simplement stupéfiante. Gortz décrit dès 1974 le monde qui est en passe de devenir le nôtre. Voici ce que dit Gortz. La lutte écologique peut créer des difficultés pour le capitalisme et l'obliger à changer. Mais quand, après avoir longtemps résisté par la force et la ruse, le capitalisme cédera finalement parce que l'impasse écologique sera devenue inéluctable, il intégrera cette contrainte comme il a intégré toutes les autres. L'argument de Gortz est simple, le capitalisme est un système résilient, il peut rencontrer des difficultés du fait de la crise écologique, mais il s'adaptera finalement à cette crise comme il s'est adapté à toutes les autres. Pourquoi Gortz dit-il cela ?
Si le capitalisme a pu exister depuis 3 siècles, c'est parce qu'il a bénéficié d'une nature gratuite, une nature qu'il n'était pas nécessaire de reproduire. Cette nature gratuite, le capitalisme l'a utilisée à la fois comme input et comme output. La nature a constitué une source d'input gratuit pour le capitalisme. Input, ça veut dire qui entre dans le système, output, qui sort du système. Car ce système ne cesse, depuis qu'il existe, de capter des ressources naturelles brutes pour les transformer en marchandises. Mais la nature a aussi constitué un output pour le capitalisme. Ressources naturelles, par exemple, produire de l'eau et en fait fabriquer des bouteilles d'eau en s'appelant Volvic. Voilà, finalement, l'eau qu'il vend, il ne l'a pas fabriquée. Le output, c'est la sortie de ces déchets. Une poubelle globale où déverser les déchets de l'accumulation du capital. Or, avec la crise environnementale, la nature n'exerce plus cette double fonction d'input et output gratuit pour le capitalisme. Certaines ressources naturelles cruciales pour la vie des sociétés modernes, eau, énergie fossile, air non pollué, etc., viennent à manquer, alors que l'entretien ou le nettoyage de l'environnement coûte de plus en plus cher. Par exemple, le coût des pollutions pour les systèmes de santé ne cesse de croître, pesant à la baisse sur le taux de profit. La conclusion qu'en tirent certains est sans appel, le capitalisme n'en a plus pour longtemps, précisément parce qu'il a un besoin impératif de cette nature gratuite. Gortz n'est pas d'accord avec ce raisonnement, pourtant très courant à gauche. Il pense que le capitalisme saura intégrer la contrainte environnementale. Avec la crise écologique, la nature doit être reproduite, tout comme la force de travail, alors qu'elle était jusque-là gratuite. Reproduite signifie que des volumes de capitaux croissants vont devoir être investis pour dépolluer ou pour protéger les populations ou certaines franges de la population des catastrophes naturelles. Pour traduire vite fait, dépolluer, ça coûtera de l'argent et ça en rapportera à ceux qui le feront. Peu importe si ça va dans le mur. Ces capitaux mobilisés pour la reproduction de la nature auront 2 effets possibles sur le système. Ou bien le taux de profit baissera, car cette reproduction sera peu rentable, ou alors le prix des marchandises ainsi produites augmentera, de sorte à ce que le profit soit maintenu, ou même qu'il augmente. Cette deuxième éventualité est la plus probable, dit Gortz. L'impératif de reproduction de la nature induira une hausse générale des prix, les marchandises ou infrastructures propres deviendront inaccessibles pour la population, mais elles seront accessibles pour les mieux lotis. Il ne s'agit pas donc d'être un petit rebelle à 2 balles en disant que les capitalistes sont tout à fait méchants et veulent saigner tout le monde. Il s'agit de voir que comme c'est un système qui s'adapte, soit ceux qui vendent de la transformation de déchets, ils trouveront leur compte, soit la façon dont la gestion de ces matières premières est nécessaire à tous, elle deviendra de plus en plus coûteuse et de plus en plus inaccessible. Cette entropie qu'on a vu développer dans ce Earthwork, c'est au cœur du travail de André Gortz qu'on continuera à regarder demain avec cette question de la contre-culture, c'est-à-dire et si on sortait d'un système de vente, d'achat et de transformation de tous ces objets. À demain.